Je vous remercie, Véronique, de votre présentation et je remercie bien sûr Alexis Lucier de cette invitation à venir parler aujourd'hui. Alors, le texte que je vous présente a deux versions, une version longue avec les références, la justification des thèses, etc. Je l'avais envoyée par mail aux intervenants, je ne la reprendrai pas et si certains veulent la recevoir, il suffit qu'ils me laissent leur mail et je ferai un plaisir de leur adresser. C'est pour limiter le temps, donc parfois je vous demanderai de me faire confiance sur ce que je dis, parce que la démonstration est dans le texte, mais vous n'allez pas l'entendre de ma bouche. Donc parler dans la littérature et les arts des dispositifs de chasse et de conquête amoureuse, où justement chaque femme fait cible et devient proie, amène immanquablement au personnage de Don Juan. N'est-il pas le paradigme du chasseur sûr de lui jusqu'à la caricature qui vire au prédateur imposant sa violence aux femmes? Le nom même de Don Juan devient aujourd'hui la virilité politique en acte qui découvre la forme d'un pouvoir qui systématiquement assujettit, contraint, dégrade le corps sexué des femmes. Il y a même une interprétation biopolitique de Don Juan. Et les études féministes, voire queer, si actives de ce côté-ci de l'Atlantique, ont leur mot à dire et ne s'en privent pas. Don Juan est une référence de Jacques Lacan. Il le cite dans son séminaire à plusieurs reprises. Vous avez les références dans la version que j'ai écrite. Je fonctionne à l'ancienne. Il faut la thèse et puis il faut quand même l'érudition. Autrement, on est un peu léger. Donc, quelle est la thèse princeps de Don Juan, faite par Lacan? Le personnage Don Juan, dit-il, est un rêve féminin, un fantasme féminin, une pure image féminine. Ces expressions datent de 1963 et sont extraites de son séminaire L'Angoisse, dont Alexis, si j'ai bien saisi, parlera, mais par un autre biais, tout à l'heure. Au fond, en 1971, je vais vous donner la forme la plus dépliée de cette thèse. Don Juan, c'est un rêve de femme, et c'est le rêve d'où est sorti précisément Don Juan. C'est une élucubration féminine. Et dans le séminaire encore, en 1972, on trouve en quelque sorte la formulation définitive « Don Juan est un mythe féminin ». Voilà, dit Lacan, ce qu'est l'autre sexe, le sexe masculin pour les femmes. En cela, l'image de Don Juan est capitale. Il reste à dire pourquoi et donc à reprendre la démonstration de la thèse. Schématiquement, je partirai de la dernière référence de 1972, donc, qui permet de réordonner les précédentes. Quiconque dit Lacan a dit, vous pouvez lever le doigt et lui poser la question, certes, mais où? Parce que Lacan pense contre Lacan. Lacan déconstruit Lacan lui-même. Et c'est le mérite de mon ami Jacques-Alain Miller d'avoir démontré cela cours après cours. Donc dire femme, féminité, féminin, nécessite à l'intérieur du champ analytique, selon Lacan, de sortir et de l'évidence anatomique, justifiée par la loi naturelle que ponctue la Genèse, et Dieu les créa hommes et femmes, et des définitions socio-historiques des rôles et des comportements imposés par les mentalités. Je vous la dire la façon la plus ramassée, la thèse. La thèse inouïe, c'est que dès que vous faites surgir le signifiant femme,
vous n'obtenez pas un concept, en quelque sorte, où la proposition A serait identique à elle-même. C'est-à-dire quoi? Eh bien, c'est-à-dire que la féminité, alors je vous en prie, n'identifiez pas la féminité avec les femmes que vous pouvez par exemple compter dans cette salle ou dans la rue. La féminité, ce n'est pas les femmes incarnées. Donc la féminité, Freud la définissait comme un dark continent, on le lui a souvent reproché. Et au fond, l'idée, c'est que la féminité ne se laisse pas saisir dans l'inconscient structuré comme un langage, par un signifiant qui la nommerait et lui donnerait en retour une définition qui la rendrait une, identique à elle-même. En termes freudiens, il n'y a qu'une seule libido dans l'inconscient et elle est masculine. Le primat du phallus, c'est pour les deux sexes. En termes lacaniens, grand LA, la femme n'existe pas, et là où chacun croit la saisir, il tombe sur une absence, une opacité, ou mieux sur un trou dans les réseaux signifiants. Cela ne signifie pas que quelqu'un qui se range sous signifiant femme puisse ici se lever et dire « mais oui, j'existe ». Oui, elle existe, elle, une, particulière. Mais là, on parle de la femme, qui permettrait en quelque sorte de toutes les rassembler et de produire un ensemble mathématique où on pourrait faire fonctionner l'universelle affirmative pour toute femme. Et Lacan, il n'y a de femme qu'exclue par la nature des choses, qui est la nature des mots, et il faut bien dire que s'il y a quelque chose dont elle-même se plaigne assez pour l'instant, c'est bien de ça. C'est-à-dire que par rapport à ce qui peut se dire de l'inconscient radicalement autre, la femme est ce qui a rapport à cet autre, grand A. Grand A pour indiquer l'altérité. La femme a rapport au signifiant de cet autre, grand A, en tant que comme autre, il ne peut rester que toujours autre. C'est-à-dire que la féminité n'est pas transparente aux femmes. Ce n'est pas un savoir scellé auquel elles auraient accès. Et la célèbre remarque de Hegel est ici parfaitement applicable. Les secrets des Égyptiens sont des secrets pour les Égyptiens eux-mêmes. Appliqué à Don Juan, cela donne ceci. Le mythe de Don Juan est ce qui fait réponse à ce trou dans l'autre grand tas de l'inconscient du côté femme. Par cette référence à un homme qui les séduit toutes, le prédateur absolu, dont son arme de séduction et sa puissance virile n'auraient aucun raté, autrement dit le rêve de tout terroriste utilisant une Kalachnikov, chaque femme trouverait l'opérateur en lui, dans ce mythe, soit la fonction logique qui lui donne une consistance d'être. La féminité ne serait plus ce vide sur lequel rien ne tient comme construction, mais bien un socle transparent fondé par ce tiers extérieur qui a nom Don Juan. Imaginez, enfin, il a l'estampille. Il peut m'estampiller comme femme, alors même que la féminité est une énigme. Là où aucun signifiant ne s'inscrit, voilà enfin le tampon qui la ferait être. Autrement dit, Don Juan ne procède pas par l'universel. Il ne fonctionne pas par le « pour toute femme ». Il les prend une par une après l'autre. Ne voyez-vous pas que l'essentiel dans le mythe féminin de Don Juan, dit Lacan, c'est qu'il les a une par une, des femmes à partir du moment où il y a les noms, N-O-M-E-S, on peut en faire une liste et les compter. Et s'il y en a 1000 lettrés, c'est bien qu'on peut les prendre une par une, ce qui est essentiel. Autrement dit, Don Juan est un opérateur qui permettrait, c'est un mythe, qui permettrait à chacune de savoir si elle est femme ou pas, de façon bien plus radicale qu'à chercher au miroir les signes de sa beauté qui la ferait femme dans l'idéal ou dans les attributs sociaux qui lui assignent un rôle, un devoir-faire. D'où la fascination parfois
que ces hommes qui veulent se transformer en femmes peuvent constituer. Ils savent donc, eux, ils le disent, qu'ils ont, comme ils le formulent, une âme de femme dans un corps d'homme, et ils passent sur le billard pour mettre en conformité leur corps. Là où la plupart du temps, j'ai bien dit la plupart du temps, nous lisons une certitude qui relève de la certitude paranoïaque, et demain à l'hôpital, ou après-demain à l'hôpital psychiatrique, je recevrai une patiente qui, elle, s'est fait transformer en homme parce qu'elle était sûre que vraiment, dans sa tête, elle avait déjà une queue préformée. Donc, une femme aurait, par le biais de Don Juan, la clé, le code et la formule. Vous allez me dire, il faudrait quand même amener un minimum de preuves. C'est dans le texte. C'est dans le livret du Mozart, du Don Juan de Mozart. C'est un mot qu'on peut isoler, qui est dans le texte italien odor di femmina, l'odeur de femme. Et là, quand commande, puisque vous savez qu'il repère, hein, Don Juan est un homme auquel il ne manquerait rien. Remarquez qu'il n'est pas dit du tout qu'il inspire le désir. S'il se glisse dans le lit des femmes, il est là on ne sait comment. On peut même dire qu'il n'en a pas non plus. Il est en rapport avec quelque chose vis-à-vis de quoi il remplit une certaine fonction. Ce quelque chose, appelez-le odor et di femina, et ça nous porte loin, puisque vous savez qu'il repère une femme simplement à son odeur, et immédiatement il la séduit. Il est un peu borné, Don Juan, un peu bêta. Regardez ce qu'il fait. Mais, je cite Lacan, le désir fait si peu de choses en l'affaire que quand passe l'odor et di femina, il est capable de ne pas s'apercevoir que c'est Donna Elvira, à savoir celle dont il a soupé au maximum, qui vient de traverser la Seine. Je passe sur d'autres remarques. Pour en venir maintenant, c'est des balises très robustes, mais il faudrait les affiner. Donc la thèse, c'est qu'au fond, Don Juan permet à une femme qui n'est pas toute prise dans la castration, qui n'est pas toute prise dans la signification phallique, qui n'est pas toute prise dans le langage, même si évidemment elle y est prise, puisque c'est un être parlant, et c'est pas un patou qui viendrait écorner un tout, c'est au-delà. La scansion tombe, par le mythe de Don Juan, la patoute rêve d'être toute. Alors, que nous apporte la nouvelle de Barbé d'Aurevilly, publiée en 1867 dans La Situation, le plus bel amour de Don Juan? J'isolerai 2 points. Mais avant, je veux vous donner le dispositif. Don Juan vieillit, mais portant toujours beau, sa prestance toujours active, est invité par 12 de ses anciennes maîtresses, toutes de la noblesse, à un souper extraordinaire comme aucun autre ne le fut. Et le cœur du récit tourne autour d'une question qui lui est posée en fin de soirée et à laquelle, se faisant conteur, il répondra son plus bel amour. J'isolerai 2 points nullement exhaustifs, d'autres ultérieurement pourront être ajoutés. Et le débat a déjà commencé, puisque sur ce texte, ou ces articulations, déjà Véronique Knockhart a répondu, et Anne-Hélène Clich qui m'a envoyé 4 pages vraiment superbes. Premièrement, lorsque le narrateur, au début de la nouvelle, présente Don Juan, il lui donne les traits d'un certain comte de Ravilla de Ravillès. La vieille marquise Guy de Ruy, l'interlocutrice du narrateur, consent sur le champ à cette substitution. Lui, c'est bien en effet Don Juan, dit-elle. Le comte, je cite, était bien l'incarnation de tous les séducteurs dont il est parlé dans les romans et dans l'histoire. S'il y avait quelqu'un qui pût rappeler Don Juan à coup sûr, ce devait être lui. Don Juan n'est plus ainsi un personnage qui aurait existé avec ses caractéristiques singulières, ses traits propres, ses signes discrets, qui le rendraient unique et que la nouvelle rappellerait aux mémoires des lecteurs. Don Juan est une fonction romanesque
une position dans l'histoire, ou mieux, comme dit Barbey, une race. Là où les épistémologues de ma génération auraient dit « Don Juan, c'est une thèse ». Une race, c'est le mot de Barbey, voulant en cela que cette fonction et cette position ne soient pas purement abstraites, mais incarnées, ancrées dans un corps vivant et parlant. Une comparaison définit la nature de cette race. Je cite le vieux Barbey, « Le roi est mort, vive le roi », disait-on sous l'ancienne monarchie, avant qu'elle fût cassée, cette vieille porcelaine de Sèvres. Don Juan, lui, malgré toutes les démocraties, est un monarque qu'on ne cassera pas. Mais pourquoi donc ? Parce que, au fait, le diable est immortel, comme le rappelle la dévote marquise de Ruy. La race juanesque est identique à la lignée royale. La mort du roi ne signe pas sa fin, mais elle se perpétue incarnée à nouveau dans un corps. Le roi peut mourir, pas la lignée. C'est en cela que le corps du roi, nullement son corps physique, vivant et mortel, est éternel. Un corps éternel parce qu'il procède du droit divin. C'est valable pour le roi et tout aussi bien pour Don Juan. Je cite, « Cette antique race Juan éternelle à qui Dieu n'a pas donné le monde, mais a permis au diable de le lui donner. » Dieu et le diable sont désormais inséparablement liés dans l'éternité. Le diable est comme Dieu. C'est du Barbey. Malebranche disait que Dieu se reconnaissait à l'emploi des moyens les plus simples. Le diable aussi. Vous avez raison de vous méfier des gens trop simples. Ils vont vous rouler dans la farine. Vive la complexité du névrosé. Ils vont parler aux analystes et ensuite ennuient un peu moins leurs partenaires dans la vie privée. Diable d'homme, comme l'on dit dans le texte du comte de Ravilla. Mais Dieu, cela ne nous surprendra pas, n'est pas pour rien dans cette race Juan. Il a mis, je l'ai dit, il a permis au diable de lui donner le monde, qui est celui du mal, M-A-L. Que le bien est ennuyé. Enfin, ça vous le saviez avant de venir ici. Et le Dieu de Barbey, fût-ce par procuration cédé à son ange déchu, n'est pas sans rappeler cet être suprême en méchanceté qu'honore le libertin sadien dans les exactions qu'il commet pour l'édifier. L'abjection peut être un culte adressé à ce Dieu du mal pour le satisfaire. Mais cette lignée du diable, cette race Juan, voilà sa particularité, ne procède pas de père en fils, comme la lignée royale, elle, le fait, et comme le névrosé dans son roman familial prétend que c'est le cas. Le monde du diable est aléatoire. Ce n'est pas une ligne droite qui suit le principe « fils légitime du roi mort » et ainsi de suite. La lignée du diable est brisée, non repérable dans son trajet, clandestine dans ses apparitions. Je cite, « Cette mystérieuse race qui ne procède pas de père en fils comme les autres, mais qui apparaît çà et là à de certaines distances dans les familles de l'humanité. » Le comte de Ravilla est la théophanie de cette lignée du mal, désormais réapparue dans ces années 1870, au commencement donc de la Troisième République, à Paris, au faubourg Saint-Germain, où sont rassemblés, vous le savez, les légitimistes. Ainsi décrit, je cite, « Don Juan ne se confond pas purement et simplement, et bien loin de là, avec le petit séducteur de petits trucs qui peut réussir à tout coup, comme le propose Lacan dans son séminaire La relation d'objet. C'est vraiment pas le type des petits coups. C'est cette exception à la série des hommes qu'il opère. Il objecte au fond à l'universel affirmatif qui fonde l'ensemble des hommes et où on peut écrire pour tout homme, et où la fonction phallique ne le réduisez pas au fait pipi des garçons, où la fonction phallique est vérifiée, soit que pour tout homme,
la castration est confirmée et donc que les souverains biens sont impossibles. La mère comme l'incarnant, Tintin. Il incarne, c'est en cela qu'il est immortel et qu'il est le diable avec un corps d'homme, l'exception. Ceux qui aiment la logique, ça s'écrit, il existe au moins un X tel que non phi de X. Il existe au moins un homme, donc, qui n'est pas soumis à la fonction phallique, soit à la castration. Barbé décrit ainsi Ravilla de Ravillès avec des comparaisons où priment les avoirs et la puissance. Il est roi, il est maître, il est même Christ lors de la scène avec les apôtres, il est empereur romain et Nabuchodonosor aussi, qui se fit enterrer avec ses femmes, ses chiens et ses trésors, etc. Et offert à la contemplation, à l'adoration perpétuelle, comme dit le texte, des maîtresses qui font cercle autour de lui dans le boudoir de la comtesse de Chivreva, où se tient le fameux souper. Comme dit Lacan, Don Juan est celui qui récupère le membre perdu d'Osiris et qui réalise cette prouesse qu'aucune femme ne puisse lui prendre. Vous voyez, en quelque sorte, le bout de l'art dont on a entendu parler ce matin, il l'aurait récupéré ad vitam aeternam. Il est incastrable. La fin du mythe n'infirme pas cette thèse, mais la vérifie au contraire lors de la rencontre finale avec le commandeur, comme cela se lit dans le texte de Molière, où il y a cette fameuse phrase, qui a même a conditionné à un certain moment une partie de ma vie. 2 et 2 sont 4. Ah, malheur, mon désir n'entrait pas dans l'équation. Alors, la figure du commandeur pourrait se dire, mais voilà, il rencontre la castration sous la figure de cette pierre qui ne parle pas et qui marche, qui fait du bruit. Et comme tous les metteurs en scène ont beaucoup de mal à la représenter. Eh bien, ma petite idée, avec Lacan, c'est que ce que cherche et finit par trouver Don Juan, au-delà de ses conquêtes, c'est le père, mais pas n'importe lequel, celui de l'exception, la fonction logique. Il existe au moins un X tel que non phi de X. N'oublions pas, Lacan, que quand il se présente, ces choses curieuses, sous la forme de l'invité de Pierre, de cette pierre avec son côté absolument mort et fermé au-delà de toute vie de la nature. C'est là que Don Juan vient en somme se briser et trouve l'achèvement de son destin. On pourrait même se demander si ce n'est pas le rêve du dandy, c'est une hypothèse que je soumets à la sagacité de Véronique, lorsque justement il essaye de réaliser l'affect que seul le libertin sadien parvenait au moins dans la fiction à obtenir, l'apathie. Il n'est pas divisé. Mais là, c'est un petit peu différent dans l'histoire du commandeur, quand dans cet achèvement, le corps de Don Juan se dédouble. En tant qu'homme, il est puni de ses fautes et de son imposture. Ouf, la morale est sauve et on peut amener les enfants au théâtre. Attention, tu vois? Mais celui qui le punit, l'invité de Pierre, qui ne dit mot, et l'imposture elle-même, élevée à la dignité du destin. Don Juan, l'imposteur, est mort, et tout le monde est ravi, et les enfants sont terrifiés. Mais voilà, la voix du surmoi pour chacun, et la voix là du texte clame. L'imposteur est mort. Vive l'imposture. Don Juan, comme personnage incarné, doit être châtié, disparaître pour renaître ailleurs, afin que l'objet absolu soit sauvé. On tue l'imposteur pour sauver l'imposture du père, du commandeur, du Dieu non castré, pour lui permettre de s'incarner à nouveau aléatoirement. Certains même ont essayé de le réaliser à grande échelle, les mers rouges dans le campuchéa démocratique. Et à dire qu'à ce moment-là, nous étions toujours marxistes purs et durs. Il y a quand même des moments de notre vie passée qui font horreur.
Enfin, nous étions quelques-uns. Mais dans la nouvelle de Barbé, la mort du personnage n'est pas à l'ordre du jour, quoique la vieillesse rôde et que le comte de Ravilas et Don Juan, phrase que j'adore chez Barbé, au 5e acte. À la place de cette fin mortelle, le plus bel amour, et c'est par là que je vais conclure, met en scène une drôle de jeune fille de 13 ans, la petite Masque. Et le terme de masque, on le retrouve notamment dans le rideau cramoisi, à propos de cette femme qui, au moment de la rencontre des corps, la jeune fille de 17-18 ans, mort dans les bras du sous-lieutenant vicomte de son état. Deuxième. Dans sa préface, Barbé donne une définition des femmes, prise une par une, pas la femme, les femmes, qui peuplent ces 6 nouvelles, chacune à sa façon, avec son style, et diabolique. Oui, ça c'est sûr. C'est sûr. Le diable ne parle pas, il fait parler. Le diable se nourrit des âmes, du sang des âmes. Rien ne vous dit qu'il faille parler pour s'en occuper et les dévorer. Ah, lui, Dieu, il cause. Mais le diable. Quant aux femmes de ces histoires, c'est du Barbé, pourquoi ne seraient-elles pas les diaboliques? N'ont-elles pas assez de diabolisme en leur personne pour mériter ce doux nom diabolique? Il n'y en a pas une seule ici qui ne le soit à quelque degré. Il n'y en a pas une seule à qui on puisse dire sérieusement le mot de mon ange, sans exagérer. On ne pourrait plus dire mon ange à qui que ce soit en ayant l'âme tranquille désormais, j'espère. Vous ne feriez que dire « tu es ma diabolique ». En faisant surgir le diable, c'est bien elle que vous suscitez. Vous mettez l'écran, le drap de soie, vous aimez. Et derrière, la jouissance, qui est un des noms pour nous du diable, fait son œuvre. Comme le diable, qui était un ange aussi, mais c'est du Barbé qui a culbuté. Si elles sont des anges, c'est comme lui, la tête en bas, le reste en haut. Pas une ici qui ne soit pure, vertueuse, innocente, monstre même à part. Cette description est-elle applicable à cette jeune enfant de 13 ans, soit la petite Masque? C'est un débat. Véronique a ses idées, et Anne-Hélène en a d'autres. Je vais me contenter aujourd'hui de la version virile, donc un peu courte par définition, et on la fera mûrir dans le débat qui suivra. Enfin, vous vous doutez bien que je m'amuse un peu avec la virilité, puisque je sais qu'au fond, ce n'est qu'une imposture. Quand on ne le croit pas, c'est là que ça devient grave. Faudrait-il la sortir donc de ces monstres et en faire une exception, elle? Voilà, c'est une solution qui n'est pas celle proposée par Barbé. Au contraire, dans sa thèse qui ordonne ces 6 femmes par ce trait, ni pureté, ni vertu, ni innocence chez elles. Et pourtant, la nouvelle, dans ses énoncés directement repérables, et qui pourrait dire à certains, mais c'est écrit. Comme quand vous arrivez au cinéma et vous dites « Mais pourquoi vous ne me donnez pas ma place ?» Le film, j'ai commencé « Mais c'est écrit dans le journal !» Eh bien, voyons comment ça marche. En fin de souper, une question par la voix d'une duchesse est posée au comte, seul homme de la soirée. Voici. Vous qui passez pour le Don Juan de ces temps-ci, vous devriez nous raconter l'histoire de la conquête qui a le plus flatté votre orgueil d'homme aimé et que vous jugez, à cette lueur du moment présent, le plus bel amour de votre vie. Ce qui est bien dans les textes de cette époque, c'est que même quand on couche, on ne se tutoie pas, et vraiment notre monde est détestable qui veut aujourd'hui que le tutoiement juste après surgisse. L'obscénité sans borne. Ravilas exécute
et rapporte une histoire de sa jeunesse. Il était l'amant d'une marquise qui avait une fille. Celle-ci, la petite Masque, semble avoir repéré le manège amoureux qui lie sa mère à lui, Ravila. La faute en incombe à la mère, incapable de cacher ses sentiments. Ah, combien les filles ont aimé dire ça à leur mère, encombrées par leurs désirs qu'elles montraient. Ah, ces filles-là, c'est mon incise, qui rêvaient que leur mère soit morte quant au désir. Bon, je reviens au texte. La marquise était de ces femmes qui ne savent rien cacher et qui, quand elles le voudraient, ne le pourraient pas. Sa fille, malgré son innocence, ne s'apercevait que trop du sentiment que sa mère avait pour moi. Le comte, lui... Ah, les caricatures phalliques. On les voit partout, pas simplement dans les boîtes de nuit. Le comte, lui, se sent plus rusé que le diable lui-même et ne laisse rien voir de son désir. Il commence dans le récit à se transformer. Bien sûr, c'est un Barbé lu avec Lacan. À se transformer en pierre morte. Je cite, « Cette petite aurait été le diable en personne, je l'aurais défié de lire dans mon jeu. » La mère, néanmoins, quoique peu observatrice, n'est pas dupe et lâche à une occasion à son amant. « Il faut prendre garde, mon ami. Je crois ma fille jalouse de vous. » Le décor est planté. Ce sera là que se joue le plus bel amour de Don Juan. L'enfant détonne point par point avec la beauté des femmes séduites par le comte, y compris sa propre mère, la marquise. La beauté de ces dernières est incomparable, et même vieillie, lors du souper Faubourg Saint-Germain, elles resplendissent. Dans nos termes, elles incarnent la magnificence du phallus, et les femmes savent quand même qu'à mettre autant en avant leur beauté, à se faire le miroir resplendissant, elles actualisent avec un charme inouï la logique phallique dont elles croient qu'elles sont contre, toutes contre. Alors, que se passe-t-il ? Eh bien, l'enfant, par contre, fait tache dans le tableau. C'était Barbé, c'est Barbé qui le dit, c'était une enfant chétive, parfaitement indigne du moule splendide d'où elle était sortie, laide, même de l'aveu de sa mère, une petite topaze brûlée, une espèce de maquette en bronze, avec ses yeux noirs. Ses cheveux sont malades, noirs, avec des reflets d'amadou. Ses grands yeux sombres expriment le regard d'espion, noir et menaçant, embusqué sur moi. Elle est couleur de souci, elle est bizarre. Ses réponses dans la conversation sont brisées, têtues, stupides. Vous voyez que ce ne sont pas tout à fait les termes qui indexent l'attrait, la séduction et qui excitent les séducteurs. Encore une de plus. Toutes les descriptions portent la marque de son caractère repoussant. Et j'en arrive à la fin. Les descriptions sont multipliées et je me faisais un plaisir dans le texte à les dire pour montrer que le renversement est d'autant plus étonnant. Alors pourquoi dit-il que ce fut son plus bel amour? Mystère? Ah non, pas mystère. Don Juan, c'est 2 et 2 sont 4. C'est pas fond, hein, c'est sont 4. J'ai jamais aimé le fond du reste. J'aimais pas cette production après coup, comme s'ils auraient pu faire autre chose. Ils sont. La thèse est imparable. Alors pourquoi fut-elle son plus bel amour? Les dames commencent à en avoir assez quand même. Voici la chute de la nouvelle. L'enfant se confesse un jour et avoue au curé de Saint-Germain-des-Prés être enceinte, tout en taisant le nom de l'homme impliqué. Sa mère l'interroge ensuite avec doigté et obtient le nom cherché. Eh bien, c'est Monsieur de Ravila. Et elle donne l'explication. Après l'effet gloup, l'effet explicatif. Mère, c'était un soir, il était dans le grand fauteuil qui est au coin de la cheminée, en face de la causeuse. Il y resta longtemps, puis il se leva, et moi j'eus le malheur d'aller m'asseoir après lui dans ce fauteuil qu'il avait quitté.
Oh maman, c'est comme si j'étais tombé dans le feu. Je voulais me lever, je ne pus pas, le cœur me manqua et je sentis, tiens là, maman, que ce que j'avais, c'était un enfant. Don Juan indique que ce fut là, dans cet aveu confessé, le plus bel amour qu'il a inspiré dans sa vie. Remarque intéressante, l'amour ne vient donc pas de lui, conforme à la thèse du mythe. C'est lui, Don Juan, celui à qui l'on adresse l'amour. C'est ça qui lui importe et qu'il veut ensuite raconter et théâtraliser devant ses hôtesses fascinées. Alors l'explication peut sembler simple et oedipiennement fondée. La psychanalyse freudienne de papa, si vous savez, on est certain, il y en a ici dans cette salle, à des degrés divers, la psychanalyse de papa, on voue notre vie à la rangée aux accessoires antiques. C'est pas si simple, parce que parfois, cette psychanalyse freudienne, elle parle à chacun, surtout dans les mains un peu graisseuses de ceux qui la commentent. Pierre Glode, grand lecteur, qui a accueilli en son temps à l'école doctorale, dans une séquence présidée par mon ami Christiane Alberti, rien moins que Jacques Alain Miller, mais qui aujourd'hui est à Paris, écrira avec justesse. Que penser de la fabulation de cette chaste enfant pour qui l'horreur d'avoir un enfant d'un homme à un âge d'être son père est à l'évidence l'envers de son désir. C'est bien dit, vous avez présidé une séquence à Paris 4 en son temps avec lui, vous voyez, c'est bien dit, mais c'est quand même la psychanalyse de papa. Cette question et sa réponse sont parfaitement justes. J'ai rien contre la psychanalyse de papa, on peut quand même vouer sa vie à ne pas rester avec papa. Sont parfaitement justes en référence au premier Lacan, 1950-1970. C'est parfaitement juste, cultivé comme j'aime, beaucoup plus que les analystes lambda, ce qui fait notre désespoir en d'autres lieux. Mais son dernier enseignement de Lacan, 1970-1980, au temps de la patoute, ouvre d'autres perspectives. Et une phrase tirée de encore nous donne la direction. Je cite, « L'être sexué de ces femmes patoutes ne passe pas par le corps, mais par ce qui résulte d'une exigence logique dans la parole. Si la femme n'était pas patoute, si dans son corps elle n'était pas patoute, comme être sexué, de tout cela, rien ne tiendrait. » Ben oui. Et le rapport sexuel serait possible, et on ne passerait pas son temps à y courir, on serait comme les coccinelles qui, lorsqu'elles se rencontrent, font la sphère parfaite. La petite Masque n'objecte pas à la thèse de Don Juan comme mythe féminin. Anne-Hélène hésite, m'a dit que, oh écoutez Hervé, allons. J'attends la suite, on va discuter, demain elle sera là. Au contraire, l'enfant laid et bizarre la confirme, sa jalousie, décryptée par la marquise sa mère, pointe son identification imaginaire, le collage, je suis à ta place. Vous en avez la phrase, elle sent bien que vous la volez, me disait la marquise. Son instinct lui dit que vous lui prenez une portion de l'amour de sa mère, et quelquefois elle ajoutait dans sa droiture, c'est ma conscience que cet enfant, et mon remords, sa jalousie. Je vous ajoute cette pointe, et c'est sûrement aussi pour cela qu'elle jouissait autant, elle, la mère. Donc c'est identifié à sa mère que la petite Masque repose sa question à Ravilla Don Juan. Qu'est-ce qu'une femme si on n'en passe pas par la beauté, si on n'en passe pas par le désir, l'amour, si on n'en passe pas par tous les falbalas de la séduction si bien décrite dans les textes du 19e et avant et après comme sagesse des nations? Autrement dit, qu'est-ce que la jouissance propre d'une femme? Comme s'y insiste Lacan, la femme ne sait jouir que dans une absence, soit hors garantie. Et si une voix se lève et me dit « Ah non, vous n'allez pas nous dire qu'on ne peut jouir que dans une absence », vous en avez la preuve clinique, malheureusement.
c'est que quand on tente de jouir ailleurs que dans une absence, c'est une orgasmie qui se trouve au rendez-vous. On appelle ça frigide. Les femmes le disent dans les séances. La réponse tombe, mais sans mots. Sans mots, hein. Sans la rencontre physique des corps. L'enfant ténébreuse, comme dit Barbé, reçoit la marque de Don Juan qu'elle est une femme puisqu'il engrosse, grossesse mentale ou pseudociésis, comme l'on dit à l'hôpital. L'homme l'a prise, non par l'étreinte sexuelle, mais grâce à une exigence dans la parole qui, imaginairement, certes, brûlait son siège. Une exigence logique, mais désormais corporisée, va jusqu'à lui donner dans son ventre un enfant, le mot, je vous l'ai dit, et de la petite masque elle-même. Elle le sent avec le geste. Cette dernière, si laide, semblait donc objecter à la série des 1000 traits. Séduite, puisque le comte avoue, je n'étais qu'indifférent pour cette maussade fillesse quand elle ne m'impatientait pas. Et la voilà, in fine, que se vérifie que Ravilla, race de Don Juan, l'estampille comme femme, peut-être encore plus que pour toutes les autres, puisqu'il lui transmet le phallus sous la forme de l'enfant, alors qu'en général, il se le garde. Peu importe qu'elle soit enceinte d'une seule exigence logique. Et moi, ma petite idée, c'est que pour l'être pour de bon, c'est-à-dire avec le corps et avec ce qui va avec, il faut que l'exigence logique soit à peu près advenue dans l'inconscient. Autrement, on n'est pas enceinte et le cas échéant, on peut donner naissance à des bouts de chair dont les femmes ensuite, notamment dans certaines psychoses puerpérales, disent « Mais quel est ce bout de merde que j'ai mis au monde ?» J'ai vu ça à l'hôpital. En ayant obtenu le phallus de celui qui n'est pas soumis à la castration, beau paradoxe, elle prend une place unique, véritable être exception, d'être superlatif grammatical, le plus bel amour de Don Juan. Alors l'axiome du fantasme féminin, Don Juan égale mythe féminin, s'en trouverait vérifié enfin. C'est ce que je vous propose et j'écrirai CQFD. Merci beaucoup Hervé pour cette